toutes et à tous. Nous allons commencer notre rencontre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la boutique, nous sommes une boutique de DVD, de livres. Nous existons depuis plus d'une dizaine d'années et nous sommes également éditeurs de DVD. Et régulièrement, nous faisons venir des réalisateurs, des critiques, parfois des comédiens, pour venir parler de cinéma, de films. On profite de l'actualité, de sorties DVD. C'est un prétexte et en général, on fait venir des gens dont les œuvres nous plaisent. Et c'est vrai que on a découvert, moi j'ai découvert grâce à des collègues le travail de Gisèle Vienne, qui est chorégraphe. Alors on a fait déjà venir des chorégraphes, on essaie de mêler un peu cinéma et danse, pas assez souvent à mon goût, mais on essaie de le faire. Et là, la sortie du DVD Jerk chez Lac Film, nous donne un très bon prétexte pour venir parler de cinéma, mais on parlera aussi de danse, j'espère, de littérature, parce que est avec nous Dennis Cooper, qui est un écrivain américain que on découvre toujours plein de choses, que j'ai découvert et qui nous fait le plaisir de venir, qui a une œuvre. Alors, on a eu l'info un peu tard, donc il a une bibliographie assez importante chez POL. Je propose de découvrir, mais voilà. Donc je vais faire un petit rappel biographique très bref pour resituer un peu les choses. Pour ceux qui connaissent, ce sera un rappel. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sera l'occasion de poser deux, trois jalons. Alors la première question que je vais poser, Gisèle, ça va être le premier souvenir de film que vous avez, premier souvenir de cinéma, enfant. Donc pendant la bio, ça vous laisse le temps d'un peu de... Alors, and I'll ask you the same question. The first, yeah, but I'm going to tell you bio first, so you'll have time to think about that. Alors, donc Denis va parler anglais, on comprend plus ou moins, et j'essaierai de faire le moins de fautes possible en anglais. Donc Gisèle, vous êtes plasticienne, chorégraphe, metteuse en scène, réalisatrice. C'est important de dire quand même que vous avez une mère aussi qui est plasticienne, un grand-père également, que très tôt, alors vous avez fabriqué des poupées. Alors je vois qu'il y a une inspiration de Danse Belmer. Alors ceux qui connaissent les poupées Danse Belmer, vous voyez cet univers-là de poupées un peu désarticulées bon, c'est pas sans lien avec ce dont on va parler, c'est savoir Jerk. Alors vous savez un peu tout faire parce que vous avez appris à jouer de la harpe. Voilà. Et puis surtout, important, vous avez fait des études de philo, Cannes Philo, et l'Institut national de la marionnette à Charleville-Mézières. Tout ça est important quand même, ça paraît un peu comme ça anecdotique, mais non, quand on connaît votre travail et quand on le découvre, on voit que tout ça a du sens. Il y a énormément de spectacles, je ne vais peut-être pas en faire le tour, mais peut-être les derniers. Jerk, qui est une pièce qui est pas toute jeune, entre guillemets, qui a été créée en 2008, je crois. Plus récemment, This is How You Will Disappear, qui est aussi une pièce que vous avez, qui mettait en scène une sorte comment décrire ça, un entraîneur et sa gymnaste. Vous mettiez en scène ce qui vous tient à cœur sont les systèmes évidemment de domination. C'est dans l'actualité en ce moment, mais voilà, c'est pour ceux qui ont vu le spectacle, ça vous parlera. Crowd, excusez-moi, je sais un peu. 2017 Crowd, qui est un spectacle sur la fête, une sorte de rêve party halluciné. Donc c'est mes collègues qui pourront mieux en parler que moi, parce qu'ils l'ont vu, et pas moi. Et j'en ai vu des extraits, et c'est un spectacle pareil qu'on a envie de voir, mais je crois que les spectacles tournent longtemps, en plus, si c'est tant sur la durée, on peut les voir, les revoir, et j'ai l'impression que le spectacle évolue et est en mouvement.
parlera pas d'un work in progress, mais voilà. Et 2020, L'étang, donc, qui est une adaptation d'un texte de Robert Walzer avec Adèle Haenel et Ruth Vega Fernandez, voilà, qui est un spectacle qui tourne encore, qui est votre actualité. Et dont vous nous parlerez peut-être. Je dis quelques mots tout de même avant de passer le micro sur que je retrouve mes notes sur Dennis Cooper, donc romancier, poète, novelliste, essayiste. Alors, je l'accole au mouvement queercore, alors que je ne connaissais pas. It's bullshit. It's bullshit. Ah, c'est ça. Ok. Yeah. I don't know why it's written queercore. I didn't do it. I don't know. It's catchy. Voilà, c'est quelque chose qui est catchy, qui attrape, voilà, attrape tout. Voilà. Bon, je cite quand même des ouvrages voilà, qui ont l'air d'être importants, le fameux cycle George Miles, Closer, Frisk, Try, Guide, Period, et d'autres romans, donc My Loose Thread, The Sluts, God Jr., The Marble Swarm, Zack Haunted House, et votre dernier roman, I Wished, j'ai fait un vœu, qui est tout ça édité aux éditions Pewell. Voilà. Première question, first question. Premier votre souvenir de cinéma. Je reviens après ma boucle laborieuse. Je sais. Je sais pas, enfin, il y a la télé, il y a le cinéma. Peut-être, c'est sûr qu'à la télé, Téléchat, Roland encore, et Jim Henson et le Muppet Show, ça a été des grands souvenirs pour moi. Et puis au cinéma, en fait, j'essayais de voir. Peut-être que j'ai vu Astérix, je sais pas. Mais je me souviens qu'on m'avait amené voir Dune et que j'étais vraiment trop jeune. Donc ça, c'était un souvenir où j'étais trop jeune et j'ai eu très peur. J'étais sous le fauteuil. Ouais, ça, c'est un des premiers souvenirs, en tout cas, où j'étais dans une salle de cinéma et où j'ai un petit peu vu un film. Et voilà. Donc, si je résume, donc Téléchat, Astérix et Dune. C'est ça. Et mais après, voilà, c'est-à-dire que quand même, j'ai beaucoup regardé le Muppet Show, c'est-à-dire tous les travaux de Jim Henson, en fait, qui est quand même, qui a fait quand même, c'est un genre, mais qui a fait quand même des choses incroyables avec des marionnettes dans un tout autre registre. Voilà. You, Dennis, your first souvenir. It was Bambi. And I only remember it because I remember like looking up and seeing the projector light, and it was like moving, and it had different colors in it, and I thought it was like really like a ghost or something. And that's the only thing I remember is like thinking how beautiful the projector light was. I don't remember the movie at all. Donc le souvenir qu'il a, tout le monde comprend anglais ou plus ou moins. Ouais. Donc je fais quand même une traduction sommaire. Le souvenir c'est de Bambi, et donc il y a surtout un souvenir de la lumière du projecteur qui était comme une sorte de fantôme comme ça, donc il ne se rappelle pas tant du film, mais plutôt de cette lumière, donc une émotion cinématographique. On parle tout de suite de Jerk, quand même, de Gisèle, de votre rencontre avec l'œuvre de Denis, avec son travail, l'envie de travailler avec ces textes, de les mettre en scène, de les mettre en forme. Et puis après on parlera dans un deuxième temps de la captation, de la mise en image. Déjà, comment est-ce que vous avez découvert l'univers de Denis? J'ai rencontré l'univers de Denis par ses romans, qui était édité chez Pewell, et aussi un recueil de nouvelles qui était aux éditions Laurent Vialet. En fait, c'est Laurent Vialet qui m'a fait d'abord le travail de Denis. Quel roman en particulier? C'est quoi le premier? Je pense que c'est Closer, le premier que je lis. Je pense que c'est Closer, le premier que je lis. Du coup, quand j'ai commencé à travailler sur une pièce qui s'appelle I Apologize, en 2003, j'avais bien en tête l'œuvre de Denis, et il me semblait...
évident pour moi de travailler avec Denis, mais Denis habitait à Los Angeles à l'époque. Et je ne savais pas qui était la personne derrière l'œuvre. Et Denis, c'était en 2003, moi j'étais au début, c'était compliqué de travailler avec un artiste qui habitait à Los Angeles, mais du coup Denis était invité en France, donc on a profité de la venue d'Élise pour faire quelques jours d'essai, en fait, pour se rencontrer. On a travaillé à Lyon ensemble en janvier 2004, c'est ça? 4, ouais. Yeah. Moi j'ai vécu ça de manière très évidente en fait. Il y a eu quelque chose dans le travail aussi avec Jonathan Capdevielle d'ailleurs qui est dans le Jerk et Peter Ebert qui a fait une partie de la musique. Donc c'était vraiment une rencontre avec Jonathan, Peter, Denis et moi de quelques jours qui a été hyper forte et je dirais plutôt très évidente. Et puis du coup en fait on n'a pas fait seulement une seule pièce. Voilà, ça fait... Il y a une vraie fidélité. Ça fait maintenant 16 ans qu'on travaille ensemble. Ouais. Mais alors dans ce premier univers, qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce que c'est cette évidence? Pas questionner tout le temps les évidences, mais quand même. Je pense qu'il y avait à la fois vraiment des liens et des contradictions, c'est-à-dire des liens très forts. Je pense que dans la structure de ces pièces, de ces romans, vraiment d'un point de vue formel, la manière dont c'était organisé, c'est-à-dire que pour moi, il y avait quand même peut-être aussi quelque chose que je pouvais retrouver de manière tout à fait différente chez Peter, mais comment dire, c'est différent avec ses romans maintenant, mais les romans de l'époque, pour moi, étaient vraiment des expériences limites, c'était à la limite de ce que je pouvais supporter, et comme je cherchais aussi ça avec dans la musique, des expériences qui sont extrêmement jubilatoires en fait. Du coup, c'est vrai que j'ai souvent pensé au sport extrême en disant c'est vraiment pour essayer de comprendre. Il y avait quelque chose de l'ordre de la limite en fait dans l'œuvre de Denis qui était, pour moi, à l'endroit, à la fois du, le moment où soit on se détruit, soit on met toute l'énergie à vivre. Du coup, je dirais cette chose extrêmement vivante en fait de l'expérience limite, c'est-à-dire de tester un endroit où effectivement il peut y avoir quelque chose d'autodestructeur en allant à la limite, mais l'idée c'est plutôt d'être dans quelque chose qui est un moteur inouï en fait de vie et de créativité, bizarrement dans ces expériences limites et pour moi très fort dans le monde de Denis. Okay. Ce premier roman, quelle était l'histoire qu'il a envie de soutenir? It's hard to summarize. Closer. Oh. Oh, it's embarrassing to summarize Closer with you. I don't understand what you're saying. So ça se résume pas en fait. En fait, ça se résume pas. Mais peut-être ensuite dans... En fait, en plus, je le résumerai pas du tout de la même manière, mais c'est peut-être il y a quelque chose de l'ordre de la... Aujourd'hui, je dirais que c'est le travail sur un conflit qui est dans la chair, en fait. C'est peut-être peut-être ce qu'il peut retrouver dans le genre, c'est-à-dire c'est un film d'horreur qui se passe dans le corps, en fait. C'est peut-être ce qui m'a frappé en fait dans ce combat qui semble, qui est évidemment très intime, très physique, et en réalité qui est aussi un combat avec un contexte imposé qui est insupportable. Donc c'est vrai que c'est plutôt les situations et les différents... en fait, je dirais que c'est plutôt les gens qui peuplent aussi, la manière dont les gens... les personnages qui vont peupler en fait les romans de Denis aussi, qui ont que j'interprète, qui traversent tout notre travail en fait, que ce soit en photographie ou en film, qui sont... voilà, la crise intime pour moi c'est une crise de rejet sociétal en fait. C'est ma manière d'interpréter aussi, ce qui m'intéresse. Elle est forcément politique. Complètement, mais du coup c'est
amène pas mal de personnages qui sont dans une dynamique d'autodestruction en fait. Mais voilà, ce sont des personnages de fiction et du coup, pour moi, l'expérience en fait de cette violence-là et de cette autodestruction, pour moi, est, comment dire, est à la... Comment dire, c'est côtoyer... Enfin, moi, ça m'aide à comprendre mon environnement, je dirais pas de côtoyer la mort, parce que je côtoie pas la mort, c'est pas vrai, mais en tout cas, quelque chose qui est de l'ordre de la limite du supportable. Denise, what's your... How do you remember your first time you met Giselle and her work, and maybe yes, well, describe how you did want to work with her or to I don't know, the match. I mean, I think she explained maybe this, but I was in Los Angeles, living in Los Angeles, and she wrote to me and said, would you be interested in staying a few extra days and collaborating with me? And she sent me... Est-ce que je traduis ou pas? Parce que c'est pas la peine de traduire? Non, ok, d'accord. Tout le monde comprend. Ok, perfect. And she sent me some DVDs of the Jérôme Damies and the other one. What was the other one called? Stereotypy. And I looked at them and I thought they were quite interesting. And I like collaborating. I had collaborated with a performance artist, choreographer named Ishmael Houston Jones. We made a number of pieces together in the 80s, so I had already worked a little bit in it. And I really liked collaborating, and she seemed cool, and I was already a big fan of Peter Rayberg's music, and she was working with him. So I said, sure, why not? Let's try, you know. So I came, and I just stayed for 3 or 4 days, and I don't know. It was like it was just like this really amazing fit. I mean, personally, we got along really well, and we made almost the entire piece in 4 days, which is crazy now, considering how long it takes us to make pieces now. But we almost made the entire piece in just 4 days. Just, you know, I had brought some texts with me, and we tried them, and yeah. So it was such a pleasure, and I liked so much what we did that then we just continued, and then she did a second piece when I was still in Los Angeles that I wasn't so involved in, but she used some text from mine, and then when I had the chance to move here, I mean, it was partly because I wanted to be able to work with her, because we were going to have an ongoing collaboration. I don't know, I felt really akin to what she's doing. I think we felt very much, you know, mentally kind of like on the same place, and we were interested in the same things, and just that, you know, one of those things where it's just kind of magic, you know, just luck or whatever, that we really hit it off. We like a lot of the same writers, and we have very similar tastes. Like she loves Robbe Grillet, and I'm a huge Robbe Grillet. That's probably the biggest one. Bonded over our Robbe Grillet love, and the others too. I don't know. Oui, donc bon, ça a été donc voilà, une rencontre parfaite, une pièce montée en 4 jours, voilà, des acquaintances littéraires. If you want to talk about Jerk, and let's focus on Jerk, and donc pour ceux qui ont vu ou ceux qui n'ont pas vu le film, donc c'est le film pour les retardataires également. C'est le film dont nous parlons ce soir, et qui reprend un fait divers assez sordide sur 3 personnes dans la série Killer Dean Corll qui tue une vingtaine de garçons, et puis avec l'aide de 2 adolescents, donc David et Wayne, on a cette sorte de traversée assez macabre, mais une mise en scène, donc un parti pris de mise en scène très particulier, avec l'utilisation de marionnettes, du récit. Donc déjà, Gisèle, ce conte qui est plus qu'un conte cruel, qui est un conte complètement macabre,
il y a quand même, on se pose la question quand même de la mise en scène, de la violence, de l'horreur, toutes ces choses-là qui ont déjà été traitées. Déjà, par rapport à ce que vous avez dit déjà en ouverture sur l'expérience de la limite, c'est vrai qu'on est dans ces zones-là. Après, j'imagine que les questions que vous avez posées, ce sont des questions de narration, de mise en scène, de comment est-ce que je traite le spectateur, de mise à distance, même une question de l'humour. Donc voilà, comment est-ce que vous appréhendez déjà ce texte-là et voilà, quelle traversée vous voulez faire à votre spectateur aussi, tout simplement. En fait, j'essaie, justement à travers la mise en scène ou la pratique de la mise en scène, de comprendre toujours davantage les mécanismes en fait. Ce que peut être la violence, comment elle peut être définie et quels sont les mécanismes qui la constituent. Et dans le film, en fait, les gens qui sont narrés, vraiment on éclate les gens, on massacre littéralement. Et la violence, pour moi, elle commence vraiment par le regard, c'est-à-dire que les criminels vont... le criminel principal, Lincoln, va d'abord ne plus considérer... enlever l'identité des personnes qu'il va rencontrer et ne... L'anonymiser, quoi. Voilà, c'est ça, certes, déjà... Et comment dire, c'est... Justement, dans les mécanismes de la violence, le fait de pouvoir, de couper en fait le rapport d'empathie, le fait de ne plus regarder quelqu'un et de ne plus avoir d'empathie permet en fait l'acte violent. Parce qu'apparemment, d'après c'est les études, c'est hyper compliqué en fait de taper quelqu'un. C'est hyper compliqué si on a de l'empathie. Donc en fait, pour être en mesure d'agir violemment, il faut s'entraîner à ne plus avoir d'empathie et soit il y a des entraînements spécifiques à ça ou effectivement ça peut être culturel, c'est-à-dire on va grandir et certains types d'éducation vont effectivement faire diminuer, voire disparaître le rapport d'empathie ou certaines situations traumatiques vont aussi donc voilà, c'est ce qui... Et donc voilà, je trouvais très intéressant et c'est vrai qu'en plus dans le cinéma c'est vraiment un sujet hyper... je veux dire qu'elle est pour moi presque à la fois ce que peut permettre le cinéma dans la conscience critique des mécanismes de violence ou comment le cinéma peut participer de ces mécanismes de violence en effaçant, comment est-ce qu'on peut effacer en fait des gens qu'on regarde. Donc du coup, pour moi c'est très intéressant au cœur de Jerk, il y a vraiment l'acte de violence passe d'abord par le regard des incarnants en fait, qui est pour moi le premier pas, qui est la porte ouverte à la destruction totale en fait de la personne en face qui n'est plus du tout considérée comme une personne. Mais vous déjà dans la mise en scène et dans le propos et dans l'utilisation des marionnettes, il y a déjà aussi cette mise à distance là, c'est-à-dire qu'on va faire des actes violents mais à des marionnettes. Et à quelqu'un, oui. Il y a quand même une sorte de poupée russe comme ça qui oui, alors après il y a plein de... c'est une nouvelle en fait que Denis a écrite au début des années 90, donc qui précède notre rencontre. Il a écrit beaucoup de textes originaux pour les pièces. Ce texte-là était une nouvelle préexistante et en fait France Culture avait demandé à Denis de faire une pièce radiophonique et Denis avait proposé Jerk. C'est vrai qu'il y avait une telle évidence dans ce travail. Également, Jonathan Capdevielle et moi-même avions étudié la marionnette et c'est le texte de Denis dans lequel il y a ce personnage qui fait de la marionnette et en plus ce personnage c'est absolument pas drôle mais c'est quand même quelque chose de comique. C'est vrai c'est comme une sorte de condensé de tous les marionnettistes et ventriloques de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que dès qu'un ventriloque ou un marionnettiste arrive à l'écran, quand tout va bien, c'est juste un loser, et puis très vite il est schizophrène, psychopathe, criminel, violeur en série. Les CV sont hyper lourds en fait, ou dès qu'on voit une marionnette, et c'est vrai qu'il y a une espèce de préjugé qui ne vient pas de nulle part, qui vient d'une histoire, et l'histoire des ventriloques et des marionnettistes est hyper lourde, quoi. Et puis c'est vrai que même quand on dit qu'on pratique la marionnette, il y a aussi les gens... voilà, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande si je vivais avec des poupées. Voilà, non. Je vois pas, mais c'est pas le cas. Et donc du coup c'est vrai qu'il y avait aussi cette espèce de condensé en fait
comment dire, presque comme de manière très concentrée de toute cette histoire. C'est presque la quintessence du personnage du marionnettiste ventriloque. Et ça, c'était un peu l'aspect presque comique et ultra référencé. Et la marionnette, en fait, si vous voulez, dans le film, le prisonnier raconterait son histoire devant une classe de psychologie freudienne dans la lumière du postmodernisme. Et la marionnette, enfin là, on fait presque une blague avec tous les experts. Enfin, on fait référence à toute la pratique de la marionnette-thérapie. Et là, il y a deux choses, c'est à la fois le potentiel thérapeutique de la marionnette que l'on utiliserait pour mettre à distance, mais si vous voulez, dans le Jerk, il y a la question de la mise à distance et les vertus thérapeutiques qu'aurait cette mise à distance. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a aussi cette idée que j'avais, c'est-à-dire que le fait de raconter un récit permettrait de le dépasser, permettrait de le... des vertus cathartiques, quoi. Voilà, ou du moins thérapeutique, mais en réalité, ça dépend tout à fait de la manière dont ça va être fait, et que réitérer un récit peut en fait renforcer, peut réitérer le trauma, voire renforcer en fait le trauma. Et là, donc du coup, c'est vrai que Jerk est j'imagine, moi je suis pas thérapeute, mais j'imagine que d'un point de vue thérapeutique, montre un échec total d'une mise à distance et d'une réitération d'une histoire, puisque il s'agit là de la noyade en fait. Le personnage va se noyer dans cette histoire traumatique, va faire une crise aiguë en fait. Et ce qui me semblait, qui est pour moi aussi au cœur du film, c'est le travail aussi de Jonathan Capdevielle et du personnage. C'est-à-dire pour moi le comédien va sur le ring. Et il y a littéralement une sorte de performance, c'est comment interpréter un personnage aussi violent, une histoire aussi violente, être traversé par toutes ces histoires. Et Jonathan, c'était aussi une des raisons du plan séquence, c'est-à-dire vraiment l'aspect, comme si on allait sur le ring de boxe en fait. C'est une vraie... Oui, chausser les gants, vraiment quoi. Il y a vraiment un combat et on travaille aussi la question de la distance en fait ou pas. Moi, ce que je trouve le plus inquiétant dans cette expérience, c'est aussi quel est le rapport. Est-ce que Jonathan se perd? Est-ce qu'il se perd? Quelle est la distance qu'on arrive à garder quand on travaille un matériau aussi violent en fait? Et quel est le rapport de ce comédien, ce personnage ultra violent? Et a priori, il ne se perd pas, mais dans la mise en scène, on a travaillé aussi le fait que le comédien se perde, que le comédien se perd et n'arrive plus à mettre à distance le jeu. Et la caméra, si elle est dans un plan séquence, et que pour moi c'est le plan du sport, même si on est extrêmement doux, c'est aussi... comment dire, on est dans un rapport très physique. Du coup, le plan séquence se construit vraiment comme une mise en scène, comme un duo, je veux dire, et il suit quand même la logique perceptive du personnage ou du comédien, justement, et justement le fait que le comédien ou le personnage est en mesure en fait de considérer un environnement et à un moment donné ne plus avoir une perception claire de son environnement, il va s'en mêler les pinceaux en fait d'un point de vue perceptif. Donc la caméra suit tout à fait la logique perceptive en fait du personnage. Et d'où je pense une expérience comme ça très physique et très intime, et c'est pour ça que je disais le film noir, c'est pour moi vraiment dans le corps du personnage et évoqué, donc du coup c'est ultra violent. Dans les faits, quand on regarde le film, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de... Mais voilà, tout ce qui est suggéré est tellement fort dans la chair de Jonathan, et qu'effectivement ça agit à la fois dans le corps et dans l'imaginaire de manière assez intense. Lindis, when you saw the show, Jerk, what was the difference between your text? Did you found everything, or had any differences? Did you agree with everything, or was something totally different, or I don't know?
I mean, I was there. With all the. I mean, I was involved in the whole production, so I was there with the rehearsals and we were revising the text a lot because some things worked speaking and some didn't. And Jonathan is a very particular kind of person, and so we would tune things more to his sensibility, to his voice and his presence. And so I mean, so when the piece was finished, I mean, I already, I was there all the time. So. But I think it works much better performed or as a film than it does as a text. So I was very happy about that, but at the same time, it's essentially the same. And it's very. I mean, not much has changed. I mean, there's some things that are shorter, and I mean, the people who watch the film or watch the show don't have to listen to the entire essay at the end about postmodernism because it's actually really funny, but it's okay, I understand. But because we had to cut that because no one's gonna want to sit there and listen to that stuff. So there's just little things like that we changed. I mean, we changed because it's a live performance. But no, I mean, I wasn't surprised at all. Basically, because I was part of. I mean, my decisions were part of the thing. I was I'm very happy with it. And I actually think the film is even better than the performance, which is kind of strange. I didn't expect that. J'avais une question, I had a question. Avec l'humour qui intervient de temps à autre dans l'humour les rires qui sont déclenchés, voilà. Et ça m'a questionné par rapport au ton et à la traversée qui était proposée au spectateur. Et me dire, est-ce que c'est de bonne loi ou pas, est-ce qu'on a le droit de rire, ou est-ce qu'évidemment on a toujours le droit de rire, mais là quand même on est dans des zones étranges, limites, sordides, et est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée, et ou est-ce que c'est juste aussi, ce sont des temps nécessaires pour faire respirer le spectateur, et pour que voilà, il arrive à la fin du spectacle, pas totalement en apnée, mais voilà, je sais pas. Déjà, je pense qu'il y a plein de rires différents. C'est pas... D'une part, déjà pour travailler ce matériau-là, en fait, c'est tellement violent, et puis il faut imaginer qu'on passe des journées et des semaines, en fait, dedans. Du coup, pour pas s'abîmer, parce que l'idée c'est quand même pas de se détruire au travail. On travaille beaucoup, mais c'est pas, l'ambition n'est pas de se détruire. C'est nécessaire en fait d'y mettre beaucoup d'humour. Sinon c'est insupportable en fait. Enfin, pour Jonathan et moi, ce serait absolument insupportable. Donc on rigole beaucoup en fait dans le travail. Mais comme j'avais entendu que sur le tournage de Salaud, les gens avaient beaucoup rigolé, ça ne m'étonne pas. En fait, ça me semble assez normal. Quand on est, j'imagine, quand on est, et puis on a un autre rapport en fait, quand et du coup, et Jonathan est très drôle, et en fait aussi dans les voix, dans ce qu'on cherche, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, c'est ça, c'est un comédien, c'est pas une matière neutre, hein, c'est un humain avec toute une vie, quoi. Et c'est ça qui est magnifique, et chaque comédien a des vies différentes, et du coup, Jonathan s'est beaucoup construit en imitant la télévision, sa famille, des chansons, et du coup il a des voix comme ça, il est très, du coup c'est ça, il y a aussi des voix, nous on entend Tigrou à un moment donné, on entend, donc voilà, il y a un rapport pour moi qui est quand même, quelle que soit en fait la matière, très très ludique, qui est nécessaire en fait pour travailler, enfin qui fait la joie et le moteur de ce qu'on fait, et ensuite bien sûr, est-ce que c'est juste en fait de rire, ensuite il y a le moment où ça rencontre en fait d'autres personnes, et est-il juste de rire à ce moment-là, et comment est-ce qu'on rit? Mais c'est pas seulement, c'est-à-dire que le spectacle fait rire, c'est pas seulement le spectateur qui rit, mais c'est vrai qu'il y a des moments qui sont drôles, et qui sont sordides et drôles. Oui, alors moi, comment dire, je suis pas, enfin je veux dire, comment dire, en général, les fois où moi j'ai rigolé, enfin les 2 fois où j'ai vu quelqu'un de mort dans ma vie, j'ai rigolé. Ça m'a pas du tout fait. C'est pas que la situation était drôle,
Mais ça m'a fait rire. J'ai eu besoin de rigoler les deux fois où j'étais face à quelqu'un de mort en fait. Donc il y a quelque chose comme ça pour moi qui est, enfin, je sais pas, c'est quand on va dans des zones, il y a l'effet de surprise, c'est-à-dire effectivement à un moment donné dans un endroit qui serait tellement pas drôle, il y a des, comment dire, j'étais récemment dans un hôpital de jour où effectivement c'est l'effet de surprise c'est improbable, à ce moment-là c'est improbable en fait que cette chose arrive, c'est à un moment donné dans le jerk on va comment dire, ça décompresse en fait, il y a quelque chose d'improbable qui arrive et effectivement ça a un effet comique, mais cet effet comique pour moi il est vraiment il est lié à l'intensité en fait de ce qui est vécu, c'est tellement je sais pas, enfin pour moi c'est le rire du drame en fait. Je me suis retrouvée dans des situations où je parlais de choses ultra dramatiques, où le rire était, pas que ces situations me faisaient rire du tout, mais pour moi c'est un rire vraiment de décompression en fait. Donc c'est cet humour-là en fait qui est dedans, et Jonathan quand il le traverse aussi, enfin je veux dire, pour lui c'est quand même ouais, c'est une vraie épreuve en fait. C'est pour ça que la pièce n'existe plus en fait, parce que il l'a fait et c'était toujours important qu'il me dise quand est-ce qu'il doit arrêter de la faire, pas parce que c'est pas anodin en fait de faire ça, c'est pas du tout anodin. Donc du coup c'est aussi des moments de, enfin voilà, pour moi c'est pas rire avec légèreté de la situation, c'est plutôt un rire pour moi d'une situation hyper intense avec peut-être quelque chose qui est surprenant ou d'absurde qui arrive au milieu et qui permet de lâcher sur un fragment de seconde en fait. Mais parce qu'il y a aussi dans le déroulé, alors préparez vos questions si vous en avez, que je ne sois pas le seul à intervenir, mais dans le déroulé de ces horreurs, il y a quand même une sorte presque de surenchère. On va de plus en plus, on s'enfonce de plus en plus dans quelque chose de trouble, d'inhumain, de monstrueux. Et c'est vrai que j'ai beaucoup pensé dans un registre complètement différent, à Justine des Infortunes de la vertu de Sade, où plus ça va, plus on avance dans le récit, plus on se dit mais qu'est-ce qui va... il y a une sorte de surenchère comme ça, d'horreur. On dit mais à chaque fois elle survit à tout ça évidemment, sinon le livre s'arrête. Mais je trouvais que c'était intéressant la façon dont on est complètement dans quelque chose de presque dans de l'imaginaire, ce qui est peut-être pas la démarche ici, mais dans qu'est-ce qui peut nous inventer encore de plus horrible quoi. Et ici, autant dans ça j'ai l'impression de monter, autant ici j'ai l'impression de descendre de plus en plus bas dans la cave. Mais dans les mécanismes de narration, j'ai l'impression que vous essayez d'inventer quelque chose. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y en a un qui filme. Il y a toujours quelque chose quand même qui nous permet de reprendre notre souffle, qui nous permet qui déplace peut-être un peu notre regard pour nous permettre encore de suivre. Alors, donc deux questions. Est-ce que dans la progression du récit, vous avez pensé à ça? Et est-ce que les lectures de Sade, par exemple, ont parlé, inspiré? Peut-être que je pourrais poser cette question à Denis. If you understand my question. What? No, it was a question about Sade and Justine. Yeah. And if you were maybe inspired when you were writing Jerk by Sade's books. Or not? I mean, I read Sade when I was 15 and it had a huge impact on me, and it definitely did. I think it got homogenized into me, but I was interested in that stuff and writing about the things I write about before I read Sade. When I read Sade, I was like, oh, this is like, you can write about these things. It's like that. No, I've been writing about that kind of thing before. It wasn't the first time I'd ever written about it. But, I was really, really interested in serial killers when I was young. And there were a lot of them, and there were a lot of them in Los Angeles, and they were happening around me, and I was very, very interested in that, and then it started, the first version was a collaboration, actually. It was a collaboration with an artist named Nayland Blake. I'm not sure he's very well known here, but he was doing these work at the time with puppets.
we were going to collaborate, and so that's how it became, you know, David in a prison working out his trauma through doing puppet shows. But I just wrote about it because of, and it's based on a real story, you know, those are real people. And I'd never written explicitly about a real serial killer, so it was just, I just wanted to do it. I mean, Saad, I mean, there's a huge influence on, from Saad on me, but I don't know that I was really thinking about him, because I read him like when I was quite young, and then, I didn't read him over and over and over and over, I just read him when I was a teenager. So. Il a lu ça assez jeune, mais l'influence sur Jerk est pas voilà. C'était plutôt qu'il était entouré d'un environnement où il y avait des serial killers Gisèle, par rapport à ça, par rapport à cette descente dans l'horreur, ou par rapport à cette façon de gérer ça, au niveau de la narration et au niveau de comment est-ce qu'on avance dans le récit aussi, et on garde quand même le spectateur, et comment on modifie les modalités de mise à distance quand même. Il y a un moment où il y en a un qui filme, il y a quand même des rebondissements dans cette cave. C'est, comment dire, pour moi l'horreur, elle est, ce que je disais tout à l'heure, elle est dans la noyade, c'est-à-dire elle est dans une double noyade. On est dans la noyade du personnage, on voit, comment dire, se fracasser dans un redoublement traumatique, et la noyade, elle est possiblement, enfin en tout cas, on peut s'interroger, et à juste titre, les gens se demandaient toujours comment allait Jonathan, enfin, je veux dire, on peut s'inquiéter, et on s'inquiète en fait du comédien. Donc le comédien, enfin, il y a d'ailleurs un double rapport au comédien. Soit on peut s'inquiéter pour lui en se disant il se perd là-dedans, il souffre de ce jeu-là, soit ce comédien est quelqu'un d'ultra violent et se délecte d'un jeu. Enfin, c'est un peu les suspicions qui sont autour, en tout cas la question. Et enfin, semble être quand même présent chez pas mal de gens qui le regardent, quoi. Et la construction, voilà, pour moi, oui, c'est justement ces échecs de distance entre le comédien, entre le personnage et les autres, et les victimes, et l'effondrement des identités. Enfin, et la physicalité que va prendre cette expérience-là, qui sert à la fin, en fait, il n'y a pas de... L'effondrement des identités, mais en même temps, le moment où le récit déraille, c'est quand même le moment où David tombe amoureux de la personne qui est sadisée, qui est assassinée, et qui va lui faire assassiner à coup de caméra quand même son amant. Oui, alors on peut l'interpréter comme ça. Moi je l'ai vu. Oui, absolument. C'est comme ça que c'est raconté, donc ça fait sens de l'entendre de cette manière-là. Si vous voulez, moi la question à ce moment-là, en tout cas, il y a une émotion et un rapport empathique à un personnage. C'est ça que j'entends à ce moment-là. Du coup, pour moi, effectivement, il y a quelque chose de comique dans le sens où c'est absurde. C'est-à-dire qu'on est dans un carnage total et on parle d'amour et de Titanic. Donc, de mon point de vue, et là vraiment, je vais dire, on peut vraiment avoir des points de vue tout à fait divergents, légitimes dessus. Pour moi, il s'agit effectivement d'une émotion qui va arriver comme une faille, en fait, et va casser le dispositif. Et va casser le dispositif. Voilà, après, de là à dire que c'est de l'amour... Ah non, non. Ouais. Non, mais voilà. Non, mais c'est comme ça qu'il le dit, hein, donc c'est juste. Et pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui est ultra violent et qui, à un moment donné, va avoir une étincelle d'empathie dans le rapport d'ultra-violence qui va le comment dire... oui, le torturer. Le fracasser lui-même, quoi. Oui. Mais voilà, c'est ce que du coup, c'est vrai que je trouve très intéressant, justement, dans le fait qu'une émotion, et plus elle est forte, arrive effectivement vraiment comme une faille. C'est-à-dire qu'on est dans des systèmes d'anticipation, et quand il y a une émotion forte qui surprend, en fait, qui fait que les choses ne peuvent plus se passer comme prévu, en fait, cette faille
va fracasser un système et va obliger en fait à réfléchir sur ce système-là. D'où peut-être aussi un intérêt, je dirais vraiment là purement perceptif, philosophique, sur l'expérience des émotions fortes en fait. Quel est le rôle dans le développement de la connaissance des expériences fortes qui ne sont pas individuelles d'ailleurs, qui sont des choses que l'on vit et que l'on va partager et qui va développer le processus de la pensée. Donc ça, c'est de manière générale quelque chose qui m'intéresse énormément. Et du coup, c'est cette faille-là que, enfin, c'est en ce sens que cette faille me passionne aussi, quoi. Oui, mais ce dispositif d'horreur, moi, j'arrive pas à vraiment. Je trouve qu'il est difficilement exportable dans dans des expériences sensibles qu'on saurait. Oui. Dans la façon dont le récit ou cette traversée viendrait nous nourrir, pas dans notre quotidien, mais même dans notre rapport au monde, quoi. On est pour le coup dans une telle limite que moi je sais pas. Alors, je ne sais pas si je vais bien répondre à la question, mais je veux dire, j'imagine, mais je ne sais pas, mais j'imagine que nous ici n'avons pas côtoyé ce type d'horreur extrême. Donc effectivement, je dirais il y a quelque chose. Enfin, pour moi, en tout cas, je n'ai jamais côtoyé ce type d'acte violent à ce niveau-là. Par contre, je veux dire, c'est voilà comment dire, le rapport à une œuvre. Enfin, pour moi, c'est aussi travailler sur quelque chose. Par contre, l'angoisse du viol, ça, je sais très bien ce que c'est. Et du coup, pour moi, c'est aussi mettre en scène. Enfin, c'est aussi travailler sur la matérialisation d'une peur immense en fait. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai eu très très peur d'être violée et je me suis toujours dit si je me fais violer, je ne survivrai pas, je me suiciderai. Et c'est quelque chose qui a été assez omniprésent en fait, cette angoisse immense. Et du coup, enfin là, c'est pas l'interprétation du film de chacun de nous, mais c'est pour moi. Je dirais par contre ce que je connais bien, c'est qui est transformé, qui est autre, mais je peux vous dire moi mon rapport à ça, c'est ça, par contre je parle d'une peur et d'une angoisse que je connais, enfin, en ce sens. Mais donc c'est l'intérêt en fait de travailler sur, de mettre en forme en fait des choses qui nous font peur, qui nous font horreur. Je pense à un film, alors peut-être que moi, je pense à deux films en fait. Je pense à Bully de Larry Clark. Ah non, je ne l'ai pas vu. Ouais. Je pense surtout à un second qui est Funny Games de Michael Haneke. Ouais, et en fait, honnêtement, j'ai regardé 5 minutes. Donc... Voilà. Mais qui met le spectateur à l'épreuve de son sadisme, de sa limite aussi. Mais bon, après, vraiment, je pense que c'est... Qui me fait penser à Jerk dans un autre registre, mais qui prend vraiment... qui met vraiment en scène de jeunes qui sadisent gratuitement une famille, et qui mettent à l'épreuve le spectateur. Ouais. Mais il y a différents. Après, je pense que du coup, je trouve aussi qu'il y a des vécus et que Jerk, ce serait tout à fait normal qu'il y ait des gens qui ne puissent pas le regarder et que des gens, je dirais, qui pourraient très bien m'entendre. Hein, mais je pense. Mais par rapport à la violence, c'est-à-dire que ça, c'est une chose. J'ai mis. Mais non, vous l'aviez pas le Faster Pussycat Kill. Non, c'est une autre chose. C'est-à-dire que là aussi. Oui, alors j'ai fait choisir à Gisèle. Dans un tout autre registre, c'est un film en réalité qui est ultra violent, mais je veux dire là, du coup, c'est pas. Moi, il me fait beaucoup rire et il représente pas du tout. Il touche pas du tout un endroit d'angoisse et de peur de la violence, mais il touche. Alors là, un endroit de la jubilation de la violence, c'est-à-dire effectivement l'envie presque effectivement le truc inversé, c'est-à-dire l'envie de pouvoir éclater le potentiel violeur, effectivement une joie immense à voir tous ces gars massacrés avec beaucoup de plaisir, avec des comédiennes extraordinaires qui sont hyper féminisées. Voilà, donc voilà, c'est encore une fois sur ces questions de violence, il y a plein de, on parle de choses différentes quand on parle de violence, et le rapport du vécu, pour les deux films, l'expérience de Jerk et Faster, c'est deux expériences qui sont hyper importantes pour moi, mais on ne parle pas du tout de la même chose en fait. Des questions à vous. Si vous en avez pour Denis, pour Gisèle, profitez-en.
Vous avez impressionné tout le monde. On a tout intimidé. Si j'en ai peut-être une. Oui, même deux. Hein, c'est pas... J'espère que je ne vais pas être en décalage. Je me demandais s'il fallait être tordu pour écrire des choses très violentes. Ou alors s'il fallait être normal. C'est une question qui s'adresse à qui en fait? À vous deux. Ah, oui. Parce que d'un côté il y a l'auteur et puis de l'autre côté il y a l'interprète. You need to be really, je sais pas comment on dit. Tordu. Twisted. Non? Weird or twisted to write things like that. It's for you and Crazy. Voilà. for me. Tordu, it can be, je sais pas, fou ou Crazy, yes. Thin. Est-ce qu'il faut I'm not very crazy, I promise you. Ouais, je pense. I'm actually really pretty nice. Mais pourquoi pas travailler sur I la don't- violence plutôt que I- sur la violence, quoi, c'est ce que je veux I dire. have a really Ah. clear sense of like reality and imagination. I'm not afraid of letting my imagination do whatever it wants because the line there is very clear. So I just let myself like imagine whatever I want and whatever excites me or scares me, I'm happy to write about it. And you know, but you know, externally as a person, it doesn't affect my behavior. I'm not like that or something. So no, I don't think I'm twisted. I just think I'm like kind of, I have a huge imagination and I'm not afraid of it or something. I don't know. Maybe I'm a little dark. Maybe I'm a little dark. Gisèle, à vous. Bah ouais, c'est pas forcément, mais effectivement, je pense que c'est nous qui jouons en lui-même, mais effectivement, je pense qu'on est assez bien ancrés en fait. C'est-à-dire, voilà, je pense qu'on arrive assez, je veux dire, travailler là-dessus aussi, ça nécessite quand même, justement, de pouvoir faire des choses assez extrêmes, ça nécessite quand même un rapport très de confiance et de respect avec, c'est un travail de toute une équipe en fait, donc je trouve qu'on, c'est justement quand je dis la première fois que j'ai rencontré Denis, je me demandais qui était derrière cette écriture, et c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un d'extrêmement respectueux, drôle, gentil, hyper intelligent, sinon on n'aurait pas pu travailler ensemble, sinon j'aurais pas souhaité qu'on travaille ensemble, et sinon ça ferait pas 16 ans qu'on travaille ensemble. Mais du coup, ouais, pourquoi en fait, moi c'est quelque chose qu'on m'adresserait de manière très très récurrente. Même récemment, on m'a dit pourquoi il n'y a pas des warnings violence à l'entrée de vos spectacles. Si vous voulez, je pense quand même qu'on est dans un rapport. À la fois on est dans l'expérience de la violence effectivement, mais j'essaye en fait, je dis pas que j'y arrive, mais en tout cas j'essaye de manière, je crois, très respectueuse, en considérant que les spectateurs sont des gens hyper intelligents, ouverts d'esprit, et qu'on cherche ensemble et qu'on questionne les choses. Donc pour moi on est quand même sur un questionnement des mécanismes de la violence, et que effectivement je pense qu'il faut plutôt, et c'est plutôt quand on est c'est-à-dire voilà, peut-être que c'est le signe de ma folie, mais c'est-à-dire que pour moi, la folie, elle est plutôt du côté de Bolloré, de Macron, de Poutine, si vous voulez. Donc moi, j'ai plutôt l'impression, effectivement, d'être saine d'esprit et d'être extrêmement respectueuse et d'aimer l'humanité et la démocratie, et d'être face à des fous furieux qui dirigent des pays et des médias. Donc si vous voulez, je me dis, ah, c'est marrant. Alors effectivement, si moi, je suis folle, je veux dire, ça fait sens parce que je considère que c'est mon environnement qui l'est. Donc potentiellement, c'est un signe de ma folie, c'est possible. Juste pour rebondir à ça, c'est Sarah Kane qui dit justement que tout le monde est tellement, elle le dit beaucoup mieux que moi, mais qu'en fait, on peut pas être sain dans ce monde qui est juste complètement perturbé en lui-même. Mais c'est juste, j'avais une autre question pour vous. C'est plus, moi, je trouve ça très intéressant la façon que vous avez de diriger vos acteurs, que ce soit dans vos spectacles, dans le Jerk, ou du coup quand c'est des pièces chorégraphiques. Et je trouve surtout très intéressant le lien qui est entre du coup, votre formation de marionnettiste et comment du coup vous travaillez sur ce questionnement des mécanismes de violence à travers directement la direction d'acteur. Et moi ce que je trouve fascinant dans vos pièces, en tout cas dans celles que j'ai vues, c'est que c'est vraiment, à chaque fois j'ai l'impression que vous posez la question de ok, on me donne ce corps-là, celui de l'autre, si j'avais le droit d'en faire tout ce que je veux, jusqu'où j'irais. Et moi c'est ça que je trouve vraiment fascinant dans votre travail, c'est que vous posez vraiment la question de si on m'enlève tout cadre, juste... moi je sais que quand je sors de vos pièces, c'est ce que je me demande en fait. Et en fait, je sais pas, moi je trouve qu'il y a un endroit qui est très fort dans votre travail là-dessus. Et dans le Jerk, d'autant plus, puisque
Jonathan Capdevielle est seul en fait, entièrement seul pour jouer tous ses rôles, et que du coup on se demande si parfois il est fou, si est-ce que parfois c'est des dédoublements de la personnalité, s'il était vraiment froid, est-ce qu'il était seul, enfin je sais pas, moi j'ai trouvé ça vraiment fascinant, mais c'était juste pour dire ça. Mais du coup, peut-être pour rebondir là-dessus, en tout cas, c'est, enfin, je veux dire, ce que je trouve très beau en fait dans le travail de réalisateur ou de metteur en scène, c'est effectivement et d'interprétation, mais c'est dire comment est-ce que ces personnes-là vont parler à travers ces histoires. C'est aussi d'entendre, c'est d'écouter Jonathan Capdevielle, c'est d'écouter Julie Shanahan, c'est d'écouter Adèle Haenel, c'est-à-dire que disent-ils à travers cette fiction-là et ouvrir le dispositif pour pouvoir les entendre. Et par ailleurs, voilà, c'est-à-dire que c'est des gens que j'admire beaucoup en fait, que je trouve extraordinaires, j'admire beaucoup, pour lesquels j'ai énormément de respect. Donc c'est vrai, il y avait une autre question, un autre Q&A qui parlait de la douceur, et c'est vrai que pour le coup, aussi je regarde Jonathan, qui est quelqu'un pour lequel j'ai une amitié immense et un respect immense pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait en tant qu'artiste. Donc ça aussi c'est dans le regard du film, et ça c'est le rapport, c'est moi aussi qui le regarde, lui et lui qui joue avec moi. Enfin je veux dire, il y a aussi ce rapport là, et là pour le coup il y a vraiment énormément de tendresse, de jeu, d'humour, mais là c'est notre relation à nous qui n'est pas celle des personnages en fait, mais qui n'est pas détachée, du geste cinématographique, quoi, qui le motive en fait. C'est-à-dire que j'ai envie de, si je filme Jonathan, c'est que j'ai envie de regarder Jonathan en fait. Enfin, c'est que je regarde Jonathan et c'est que j'ai plaisir à... En fait, c'est comme une amitié où on parle ensemble. Enfin, je veux dire, même avec Denis, pour ça, des fois, c'est gênant de parler de Denis face à Denis. C'est-à-dire que on a une manière... C'est-à-dire que c'est une autre... ce sont des sentiments qu'on a avec des gens, de l'ordre de l'amitié et de l'intérêt donc je parle avec Jonathan à travers le travail de mise en scène. C'est pas, je sais pas, je lui donne des ordres et il s'exécute. C'est-à-dire on a un échange qui se passe dans le jeu et avec Denis dans la collaboration qui se passe pas, qui peut se passer, qui se passe de différentes manières, qui est très protéiforme, quoi. Et c'est vrai que je me disais, tiens, c'est marrant parce que moi ça me gêne. Parce que c'est de l'ordre de l'amitié, puis on n'a pas, du coup c'est hyper gênant d'en parler en fait. C'est pas que j'ai pas envie d'en parler, c'est qu'effectivement c'est des relations. Du coup ça me fait rebondir sur une autre question, parce que donc comme Denis lui, je disais, ça me fait rebondir sur une autre question, c'est que donc Denis lui en tant qu'auteur, j'imagine, peut-être en anglais. Oui. Mais c'est bon en français? No. I was just saying that because what interests me is that you have two different mediums, like you are a writer and you are a choreographer and a director, and so when you write a text, it's just like you can imagine everything what you want, you can build every character, if like this is just your own story. And what Giselle was just saying is that when she's collaborating with like people, with real life, with intimacy, with emotions and background and stuff like that. And so I was interested in the way you pass through your medium to your, like, with how you can just make the boundaries, like what you were saying before, but I don't know if I'm clear, but I think so. Just well, I mean, the one thing that's really exciting is because I mostly write novels, and I'm God, you know, basically, and of the books, not a fan, and so there's no, but when I'm working with Giselle, for instance, first I know. At the beginning I didn't know. Our first one I just gave her text and she chose the ones she liked and we just developed. But now I know what she wants and I know her interests and her tastes. So that's always my mind. I want to please her. It's her work. I'm writing for her work. And then also, it's also having a live person. It's extremely interesting to have, like, for instance, Jonathan. And that's like, okay, that's the face and the voice and the mannerisms that this is going to go through.
So, I mean, this one was already written, but then I had to revise it for it. But I mean, with all of the work, it's like generally you have the performers in mind, at least. So I'm thinking, okay, you know, this is whoever, and luckily she works with people over and over. So yeah, I try to write for them, or try to play with them, or you know, manipulate who they are. You know, like use their strengths, but also maybe push them a little bit to see if they can do something they don't seem like they could do, and you know, and it's a slow process, right? I mean, we have rehearsals and we try something and it doesn't work, and then I have to go change it, and you know, because it doesn't work, you know. So that's fascinating to me because it's not the way I work. I sit around and write a novel and I spend like 2 years like editing it and refining it, and then it takes me forever, and then I'm done. And here it's constantly, you know. And the power sharing is really great. I mean, I like the position I'm in. I like that she has complete trust in me. But at the same time, I mean, it's her work, and it's completely understood, you know, that she's like the boss, really. But she also gives me enormous amount of freedom all the time, and she's totally incredibly supportive of everything I do, and lets me have a lot of say. So yeah, it is really exciting and really different than writing a novel, yeah. But but it's, I mean, I use the same. I only have this talent, you know, but I'm able to do something with it with people, yeah. So does that answer? I don't know if it was a real question. Oh, okay. No, but like yes, but it was not easy to express. Okay. Like really, but that was a good answer. Okay. Thank you. Okay. Thanks. Ouais, merci beaucoup. Bonjour, je voulais vous demander plus pour un travail sur l'écriture. Est-ce que les dialogues que vous avez choisis, j'ai pas pu voir la pièce, j'ai pas lu le livre Jerk, est-ce qu'il y a une sélection des dialogues ou est-ce que vous avez créé les dialogues à partir de la nouvelle? Ça, c'était ma première question. Je voulais savoir aussi s'il y a eu création des dialogues, est-ce que vous avez épargné à l'acteur de faire une écriture plateau en fait directement, ou est-ce que vous aviez déjà fait un travail à la table auparavant? Et ma dernière question, c'est dans la mise en scène. En fait, vu que j'ai pas vu la pièce, je me suis posé cette question. Pourquoi vous avez choisi ces deux scènes précisément? Parce qu'il y a comme une entracte, mais qui n'est pas vraiment une entracte parce qu'on en est toujours avec David, mais David, Jonathan, enfin voilà, ça se bascule. Pourquoi ces deux scènes dans la cave? Est-ce qu'il y avait d'autres scènes potentielles de, par exemple, comment Dean choisissait ses victimes à l'extérieur de cette cave? Pourquoi ce huis clos un peu en fait de rester dans cette cave sans cesse? Est-ce que dans la pièce du coup il y avait d'autres scènes, ou est-ce que le film retranscrit exactement ce qui se passe sur scène Ben en fait, c'est quand même quasiment toute la nouvelle de Denis, dans laquelle il y avait des dialogues. Donc en fait, vraiment, je veux dire, tous les dialogues étaient dans la nouvelle. Denis en a réécrit quelques-uns, juste la présentation des marionnettes, c'est quelques dialogues, sinon tout était vraiment dans la nouvelle. On a seulement coupé ce que disait Denis tout à l'heure, c'est-à-dire laisser à la fin, vous n'avez pas l'intégralité de l'essai, qui est effectivement fort drôle, mais qui est en fade-out. Et puis, et du coup, dans la nouvelle, que vous pouvez trouver chez Powell aussi, dans le recueil de nouvelles qui s'appelle Un petit monde, dans la nouvelle, je dirais, c'est une vraie nouvelle, mais je veux dire, ce qui manque, ce serait ce qui serait didascalie, si vous voulez. Dans la nouvelle, Denis avait écrit pour un marionnettiste qui serait dans un castelet avec des marionnettes à fil. Donc ça, c'est entre guillemets le gros changement. On est passé sur des marionnettes à gaine, on a enlevé le castelet, voilà. Mais on est quand même très proche de la nouvelle. Et Jonathan, en fait, n'a pas improvisé. Après, il y a eu la question de la traduction, puisqu'il a été traduit en français. Et dans la traduction, il a modifié quelques phrases qui étaient mieux en bouche. Donc il a on va dire, retouché la traduction. Donc effectivement, il y a des petits apports de Jonathan, mais il n'a pas réimprovisé le texte. Et donc les deux parties où on a la voix off de Jonathan,
Dans la nouvelle de Denis, le prisonnier donne aux étudiants en psychologie un fanzine en disant il y a ces deux parties, justement dans la mise à distance, je raconte, il n'arrive pas, il y a des parties de sa vie qu'il n'arriverait pas à dire comme ça en face à face à des gens, c'est trop dur, donc il les a écrits et il dit mais ça, voilà, je ne suis pas en mesure de vous le dire, mais vous pouvez les lire. Donc ça aussi c'est dans la nouvelle. Dans la nouvelle, ce sont des fanzines que les étudiants en psychologie sont invités à lire. Et du coup, voilà, ces différentes stratégies d'essayer de mettre à distance par rapport à des événements qui sont de plus en plus insupportables. Donc, il est capable de dire des choses en frontal. D'autres, il est incapable, donc il nous invite à les lire. Enfin, ensuite, il arrive via le médium des marionnettes, puis il échoue dans la mise à distance. Donc, c'est en fait différentes stratégies pour essayer d'exprimer et de s'adresser à quelqu'un. Et il échoue et il oublie en fait, il n'arrive plus à s'adresser à personne en fait. Et dans le film, effectivement, comment dire, c'est aussi le regard, son regard, c'est qu'il commence à regarder des gens, il va essayer d'apprendre à regarder des gens et à leur parler, il va échouer, ne plus voir personne et se noyer dans la douleur, dans la violence, dans le trauma. Comment est-ce que vous arrivez à faire évoluer parce que les spectacles sont joués quand même sur la durée, et j'imagine que, vous laissez pour pas épuiser cette matière, mais l'explorer. Quelle est la stratégie, où sont les ressources? Le texte, les comédiens, mais pour tout celui-là, les danses, pareil, j'imagine aussi, c'est des spectacles que vous avez joués. En fait, je pense que c'est différent. Enfin, c'est très différent du cinéma. Oui. C'est vivant. C'est vivant et évidemment, c'est inévitablement différent chaque soir quand même, enfin, même si c'est du détail. Les interprètes, que ce soit plus ou moins improvisé, enfin, même si ce serait peu improvisé, je veux dire, même dans les choses très très écrites, il y a toujours de la réinterprétation tous les soirs. Donc, de toute façon, c'est une matière vivante. Et ensuite, moi, ça m'intéresse de continuer à penser la pièce, penser d'un point de vue sensible, théorique, de la revoir. Et moi, je change aussi. C'est-à-dire, je me dis, tiens, je vois ça, et ça va m'intéresser. Donc, on va pouvoir bouger le mixage et dire, on va rehausser ce signe-là, ou ce sens-là, ou le développer ce sens que je n'avais pas vu. Les gens, pour moi, les interprètes sur scène pensent la pièce aussi. C'est-à-dire qu'ils sont pas là. Pour moi, c'est presque plus intéressant que même vivre la pièce et je dis la réfléchir, mais c'est sensible. Enfin, c'est de la vraie réflexion, mais vont la traverser, vont la vivre, vont découvrir des choses. Donc pour moi, c'est le moment de la première, c'est juste le moment où on imagine que ça peut se partager avec des spectateurs. Mais c'est pas fini. Mais ça ne se finit pas, oui, c'est vraiment. Et puis, si à un moment donné, moi j'ai l'impression qu'on ne dit rien de plus ou qu'on se répète, effectivement on arrêterait, mais ça n'a pas été le cas. Voilà. On va passer, on va s'arrêter là. Alors peut-être, je vous ai fait choisir quelques films, juste pour nous dire peut-être 2 mots sur quelques-uns des films que c'est un peu le rituel ici. De demander à l'invité de choisir dans la boutique une dizaine de films. Alors, sur la table, il y avait Blade Runner, par exemple, de Ridley Scott. Gisèle, peut-être quelques mots. Comment dire, j'adore les films de science-fiction. Je voulais en prendre un auquel... Enfin, il y en a 2, d'ailleurs, il y a Solaris et Blade Runner. Oui. Comme la question c'était auxquels je pense, en fait, oui. Beaucoup, en fait, ou qui reviennent régulièrement. Donc, c'est vrai que ces films-là, j'y pense beaucoup. Et dans Blade Runner, il y a aussi ce rapport... à la projection de la conscience sur un androïde, c'est la question effectivement de l'incarnation, des incarnations, du rapport affectif qu'il peut y avoir un objet anthropomorphe en fait, qui est une des bizarreries de la marionnette, c'est-à-dire que, en fait, je trouve que c'est questionner toutes ces représentations. En fait, ce qui est vraiment super excitant quand on travaille dans la marionnette, c'est juste de se poser la question de toutes ces représentations d'humains que nous côtoyons et quel est notre rapport en fait sensible et affectif
même si on considère, enfin ça dépend des cultures, mais je veux dire, nous on serait dans une culture comme ça, très rationnelle, et on saurait très bien qu'une poupée c'est pas une chaise. Il n'empêche que on a quand même toujours un rapport troublé en fait, enfin la forme anthropomorphe trouble plus qu'une forme non anthropomorphe. Et donc bon là voilà, je me dis bah celui-là il est quand même voilà, il est assez, enfin toutes les scènes avec les, je sais pas comment on appelle, les androïdes, mais après voilà, je trouve les réplicants pardon, et les je trouve enfin après voilà, je trouve vraiment tout, comment dire, toute l'architecture en fait du film, les bâtiments, les lumières. Stromberg qui a fait un travail. Ouais, j'ai un espèce de plaisir plastique immense en fait dans la lumière, dans l'architecture, dans les lignes, dans les couleurs de ce film. Alors, il y avait également. Alors, vous avez choisi Les Maîtres Fous de Jean Rouch. Ah oui. Les Maîtres Fous. Ah oui. Non, carrément. C'est un virage à 180 degrés là. Oui, oui. Mais c'est, du coup, je trouve que c'est un film très fort moi je ne sais pas ce que c'est que le théâtre, mais je veux dire, de mon point de vue, ce que je cherche dans l'acte théâtral. Donc c'est vrai, du coup ça me faisait penser à un livre de Léris sur la question en fait de la transe et la question de ce que serait la transe. Et c'est vrai que du coup, il travaille sur les aspects théâtraux de la transe et donc il explique que dans un cas de transe, on serait traversé par un personnage que les personnes qui regardent reconnaîtraient. Ça peut être des esprits en Indonésie, à Haïti, en Éthiopie. Il faut expliquer la mise en scène des Maîtres Fous, c'est quand même c'est dans un pays en ça. Afrique où il y a une sorte de rituel comme ça, où les comédiens se griment dans les vêtements des dominants, Oui. C'est-à-dire du colon, et il y a une sorte de transe collective voilà, qui se veut être un peu cathartique aussi. Quoi. Oui, enfin, en tout cas pour moi, il y a quelque chose du geste théâtral que je recherche, qui est le fait, moi ça ne m'intéresse pas en fait de représenter pour des gens. Et je dirais même, pour être un peu brutal, dans le spectacle vivant, c'est intéressant qu'il y ait des gens qui viennent et d'échanger avec les spectateurs. Mais des fois, il y a cette arrogance en fait du spectateur de théâtre qui pense que c'est fait pour lui. Non, d'un point de vue économique, c'est nécessaire qu'il y ait des spectateurs en fait. J'ai envie d'être un peu violente en disant je suis obligée de vous accueillir parce que sinon je ne peux pas faire ça en fait. Alors que si je fais de la peinture ou de la poésie, je pourrais me passer de vous. Parce que des fois, je dis ça de manière un peu agressive parce que des fois, voilà, il y a des spectateurs qui pensent que le monde est fait pour eux en fait. Non. Et puis ils ont bien la chance de payer un tarif si bas, donc il ferait bien d'y retourner au théâtre s'ils veulent encore que ça existe. C'est dit. Non, mais en fait je dis ça, moi je suis spectatrice surtout. En fait je trouve, je dis ça à moitié pour rire et à moitié pour ne pas rire. Mais en fait, quand les gens, en fait, je sais pas, pour ceux qui ont pu voir Crowd, ou là il y a Jean-Luc de I Apollo Jazz, pour moi les gens, ce que je trouve moins beau en tant que spectateur, même quand je fais la mise en scène, je suis dans une interaction, c'est quand même de voir des gens qui sont traversés parce qu'ils vivent quelque chose, qui jouent d'abord pour jouer quelque chose, plus que pour me fournir je ne sais quoi en fait. Et c'est de croire aussi sans se tromper, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'on ne l'est pas, mais en même temps on y croit tellement qu'à ce moment-là, on sait qu'on ne l'est pas, mais on y croit. Enfin, en fait c'est un rapport au jeu qui est fait qu'on est quand même traversé en réalité. C'est-à-dire à ce moment-là, je suis la princesse machin, à ce moment-là je suis le serial killer, à ce moment-là je suis un homme, à ce moment-là. Et du coup, comment dire, d'après Léris, ce serait du coup, en fait, le phénomène de transe ne serait pas de perdre conscience en étant possédé par un personnage, mais c'est d'être traversé par un personnage que l'on joue réellement au moment où on le joue, sans être fou justement dans la conscience de cela, mais au moment où on le joue complètement. Et moi, ça m'intéresse, je dis ça au théâtre, mais ça m'intéresse dans la vie aussi. C'est à quel, j'adore, je trouve que c'est très fort. Et là, on est dans quelque chose de complètement exacerbé. C'est-à-dire, il joue tellement à fond. Et en plus, justement, c'est un rapport au jeu. J'avais mis Paris is Burning. Sur le logging, tout ça. Voilà, c'est-à-dire, ça veut dire le rapport à l'inversion des rôles, c'est-à-dire jouer en fait
jouer les personnages, enfin jouer aussi ce qui peut nous violenter, ce que l'on peut admirer, enfin qu'est-ce que ça veut dire de jouer tel ou tel personnage dans, voilà, je veux dire, dans les à l'endroit où on est dans la société et du coup voilà le plaisir, je veux dire, comme les questions de carnaval, comme les plaisirs de pouvoir, enfin la nécessité, la force et la joie de pouvoir inverser les rôles. Oui, enfin voilà, en tout cas pour moi il y a quelque chose de puis qui est révélateur aussi de la société dans laquelle, évidemment, dans laquelle on vit. Ouais, pour moi voilà, il y a quelque chose, c'est débile de dire comme ça, mais je veux dire quelque chose de super théâtral. Enfin, c'est la super théâtralité qui me fait rêver, quoi, les maîtres fous. Bon, je mettrai la liste sur le site, et puis comme ça, vous pourrez prolonger tout ça. Merci. Les projets, oui. juste les projets. What are you writing right now? I make movies, I make films. Okay. With Zach Farley, we make films together. We're working on a third feature film. We're going to shoot in the fall. And I'm writing a new piece for her. Donc un film pour writing Giselle's new piece. And some fiction. Et c'est une fiction, d'accord. Okay. Et Gisèle, donc où est-ce qu'on peut voir il y a les temps que tournent? Oui, on continue à tourner les pièces. Donc les temps qui jouent à Nanterre, mais qui va jouer, c'est pas encore, c'est au Centre Pompidou en décembre par exemple, et Claude qui jouera l'année prochaine à Paris, et puis donc Jerk qui est en DVD mais qui est aussi tous les lundis au Saint-André des Arts, et puis ce que disait Denis, c'est-à-dire une pièce que nous construisons ensemble avec Denis pour l'été 23 et qui sera présentée en décembre 2023. Wow. Ah oui, donc c'est ça les programmateurs. Donc, achetez vos places. Voilà. À Bobigny. Un grand merci, Denis. Thanks a lot. Merci à vous pour l'accueil. Vous donnez rendez-vous vers il y a un pot qui est offert et vous donnez rendez-vous à la grande table pour la dédicace du DVD et des ouvrages. Thank you very much. Oh, no, sorry, I don't speak French. Okay.